Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on va parler gros bifton parce qu'on est sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler marchand de biens et de sommes très conséquentes. On n'est pas là pour parler du petit studio à Amiens ou à Saint-Etienne. On va parler gros bifton avec Seb Marcus. Seb Marcus, un entrepreneur, multi-entrepreneur dans plein de domaines. Il va nous présenter ses stratégies, ses investissements, son parcours entrepreneurial. Il a plein de choses à nous raconter. Avant de démarrer, j'ai pas mal d'annonces à vous faire. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie d'investisseur immobilier en ce moment. Alors, première annonce, j'en avais déjà parlé, j'en parle pas tout le temps, mais j'avais une locataire, c'était la première fois que j'avais une locataire en France qui payait pas. En gros, elle était rentrée il y a un an, en mai 2022. Elle a tout de suite pas payé. Elle a payé le premier mois, le dépôt de garantie, ensuite elle a jamais payé. Là, donc j'avais Visal, ça me couvrait tout. Limite, j'aurais préféré que ça continue encore un tout petit peu. Donc Visal, il couvre 3 ans normalement. Mais je m'étais dit, bon, dans un an, je vais commencer un peu à flipper parce que j'avais pas eu trop de nouvelles de ce qui se passait. Et là, il s'avère que le jugement a été rendu. Donc pile un an après les premiers impayés, le jugement a été rendu. Donc normalement, elle va sortir. Donc ça, je suis quand même assez satisfait parce que au final, j'ai rien fait. C'est mon gestionnaire locatif qui a fait toutes les démarches. Moi, j'avais l'argent tous les mois et donc là, visiblement, elle va sortir bientôt. Deuxième point, alors j'ai une locataire plus problématique depuis quelques temps. J'en avais également parlé. Elle est aussi censée partir parce que donc c'est le concierge de l'immeuble qui me met en garde. Alors je sais pas à quel point tout ce qu'il dit est vrai ou faux, mais visiblement il y a quand même des activités peu recommandables qui se passent dans l'appartement et dans les caves de l'immeuble. Donc la locataire a dit qu'elle allait partir, qu'elle allait déposer son préavis. J'espère vraiment qu'elle va le faire parce que voilà, on fait pas de l'immobilier pour ça. Et forcément, quand on multiplie les locataires, quand vous en avez 10, 20, 30, tôt ou tard, vous allez avoir des problématiques. Donc là, je vous ai exposé quasiment 100% des problématiques que j'ai eues depuis un an. Donc cette locataire qui est compliquée et l'autre locataire qui payait pas. Sinon, et ça c'est un point qui est important et que je veux quand même à chaque fois vous répéter, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, oui, tu fais un appartement de qualité, coup de cœur, blablabla, dans la vie il se passe plein de choses, parce que les gens ils disaient que si tu refais bien les appartements, les gens ils vont rester longtemps. Alors c'est sûr que si t'as un appartement pourri, les gens ils vont pas rester longtemps, mais en fait, même les appartements bien, j'ai eu plein de surprises de gens qui partaient vite. Pourquoi ? Changement de vie là, donc typiquement j'avais un couple que j'avais fait rentrer dans un appartement, donc c'est un de mes appartements qui est le plus demandé. J'ai mis une annonce là il y a une semaine. Je vais faire les visites demain et j'ai eu plus de 40 ou 50 messages en une semaine, donc c'est un appartement qui est très demandé. J'avais choisi un couple et ils sont rentrés je pense en septembre et là ils partent déjà. Les deux arrêtent leurs études, c'était un couple de jeunes, ils avaient 18 ans. À la base je m'étais dit, voilà c'est le bon âge pour qu'ils restent longtemps et puis en fait les deux arrêtent leurs études. Donc c'est pas parce que vous allez faire un gros investissement dans un appartement que forcément il va se louer longtemps au même locataire et il peut se passer plein de choses dans la vie. Et puis c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment dès que vous savez qu'un locataire va partir, tout faire pour louer tout de suite. Donc là, elle est encore en préavis. Je vais faire louer demain et j'espère que donc j'ai organisé plus d'une dizaine de visites et j'espère que ça va le faire et que je vais pouvoir relouer tout de suite parce que mine de rien, c'est un appartement depuis février 2022. J'ai eu 3 locataires. J'ai eu une locataire, une première. Ensuite, il y avait trop de route jusqu'à son travail, elle est partie. J'ai mis eux et puis maintenant, hop, ils repartent également. Donc voilà. Faites bien attention à la vacance locative. Moi, je vous ai déjà raconté que je fais les visites moi-même. Pourquoi ? Pour pas avoir de vacances locatives. Et c'est vrai que autant payer 300 €, 500 € de frais d'agence pour une location qui dure longtemps, c'est pas trop grave. Autant là, si en 1 an et 3 mois, j'avais dû payer 3 fois des frais d'agence plus des mois de vacances, voilà, ça aurait vraiment pesé sur le budget. Donc, voilà. C'est pas parce que vous avez un super bel appartement qu'il sera toujours loué par le même locataire, mais en tout cas l'important c'est qu'il soit loué, que vous puissiez le remettre en location et qu'il se loue rapidement. Par contre je suis toujours étonné, il y a vraiment une grosse disparité de profil en fonction des mois, des jours de la semaine, c'est pas les mêmes gens qui écrivent, voilà. Parfois je m'en souviens, je l'avais mis en location en août l'an dernier, j'avais eu plein de super bons dossiers. Là, c'est un peu, j'ai pris des gens qui étaient sur le papier tous, qui avaient un dossier suffisant, et j'ai pas eu non plus l'impression qu'il y avait des personnes incroyables. On verra demain quand je ferai visiter. Ensuite, je fais une super rapide parenthèse, j'organise avec Nils, qui passe sur le podcast,
un repas à Strasbourg, ce sera le vendredi 26 mai. C'est complet, malheureusement, on a limité on sera une quinzaine de personnes en tout. Vu qu'on fait ça chez lui, s'il peut pleuvoir et tout ça. Désolé pour ceux qui avaient postulé, mais c'était déjà plein, j'ai pris dans l'ordre des personnes qui m'avaient écrit en premier. Sinon, petite actu, et voilà, c'est là où j'ai besoin de vous, que vous soyez à l'écoute. Je vous ai annoncé dans les derniers podcasts que j'ai mis ma résidence principale sur Airbnb Booking, et j'ai pour projet de tourner une formation sur le sujet que je vais vous mettre en pré-lancement. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre une formation sur le sujet? C'est que plus en fait je suis là-dedans maintenant, plus je me suis lancé, donc ça fait un peu moins d'un mois que j'y passe vraiment pas mal de temps, donc j'ai appris beaucoup de choses et je vois qu'il y a énormément d'avantages. Alors il y a aussi des inconvénients, mais il y a énormément d'avantages à mettre sa résidence principale sur Airbnb. Alors forcément c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les gens qui ont des enfants, c'est pas pour les personnes qui ont ça va dépendre vraiment de votre situation personnelle, mais c'est incroyable. En 2 semaines, j'ai fait le décompte, je l'ai sous les yeux. En 2 semaines, j'ai pris 2163 € de réservation seulement sur les mois de mai et juin, en sachant que j'ai pas ouvert le calendrier tout le temps. Il y a des fois où je suis chez moi, il y a des fois où voilà, le calendrier est fermé, mais j'ai pris 2163 € de réservation nette de commission des sites. Donc avec les commissions des sites, c'est peut-être 2300 ou 2400 €. Sur le papier, ça me paraît comme le business le plus simple du monde. Voilà, c'est jour 0, vous commencez, jour 2, enfin pour moi ça a été jour 2, vous commencez à gagner de l'argent tout de suite. Il y a plein de choses qui sont en place. Donc je vais tourner une formation, donc je vais faire un pré-lancement. Un pré-lancement, c'est vous souscrivez aujourd'hui et vous aurez l'accès quand la formation sera disponible. Bien sûr, je vais mettre une date d'échéance pendant tout le temps entre le moment où vous aurez souscrit, payé la formation et le moment où la formation sera disponible. Je vous rembourse sur simple demande si vous en avez assez d'attendre. Mais l'idée, c'est que en juin, elle soit disponible. Ce sera sûrement entre mi et fin juin que j'aurai fini de tout tourner. Donc, je vais tout vous expliquer comment, bien sûr, inscrire ces plateformes. Comment s'inscrire sur les plateformes, comment gérer la question des clés. Il y a plusieurs solutions pour que vos locataires aient accès aux clés, comment faire pour avoir des bonnes notes. Donc moi j'ai eu plusieurs 5 sur 5 et 10 sur 10 grâce à ma location courte durée. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans les appartements, comment donc rédiger les bonnes annonces, dans quelle langue mettre, comment faire pour avoir des annonces dans plusieurs langues, quelle langue choisir, les guides du voyageur, qu'est-ce que j'ai mis dedans. J'ai eu plein de super bons retours par rapport à mon guide du voyageur. Comment définir les prix, comment définir le ménage, tout ça. Voilà, je vais vous expliquer. En gros, ça fait 3 semaines que je suis à fond là-dedans. 2163 € pour donc les mois de mai et juin. Et encore, j'ai encore de dispo. Donc je pense que si tous les créneaux que j'avais ouverts ils se remplissent, je vais atteindre peut-être 3000 €. Ce qui est vraiment pas mal, sachant que c'est pas du tout tous les jours qui sont ouverts. Il y a à peu près, je pense, un tiers des jours de la semaine qui sont ouverts. Donc voilà, c'est le business. Je pense qu'il y a très peu d'autres business dans le monde où en fait tu décides de créer un truc jour 0, tu peux toucher de l'argent tout de suite, ou en tout cas t'en touches super vite. C'est du pur cash flow parce que de toute façon, chacun peut tourner comme il veut sa vision des choses, mais pour moi c'est du pur cash flow parce que en fait t'as très très peu de frais supplémentaires et par contre t'encaisses direct. Donc c'est du pur cash flow. Il y a des gens, ils vont dire oui, tu vois, 2000 € de loyer, ça fait pas rêver parce que il y a plein d'investisseurs immobiliers qui ont plus que ça et moi aussi, heureusement, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs ce podcast. Mais 2000 € d'un coup, là bon, c'est sur 2 mois. Après aussi, il faut le temps que ça prenne. Fur et à mesure que le calendrier il est ouvert longtemps, vous allez prendre de plus en plus de résas, vous allez avoir des meilleures notes, tout ça. Mais quand même, voilà, ça fait 1000 € de cash flow supplémentaire par mois. Et ça permet de voyager, de faire ce que vous voulez, d'aller au resto avec votre copine ou d'épargner pour des nouveaux projets. Je sais, c'est pas pour tout le monde. Mais après, il y a rien qui est pour tout le monde. Même l'investissement IMO, c'est pas pour tout le monde. On a tout le temps des trucs à gérer, des galères à gérer, des grosses sommes. Il y a des gens qui ont des projets différents, qui veulent construire une maison, s'endetter au maximum, etc. Donc il n'y a aucun projet, je pense, qui est pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de faire ce pré-lancement pour voir s'il y avait de la demande par rapport à ce projet, cette formation. Mais en tout cas,
pour moi, à l'heure actuelle, et j'ai interviewé beaucoup de gens et j'ai quand même une bonne expérience de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs, je pense qu'il n'y a aucun business qui génère de l'argent aussi rapidement. Il y a beaucoup de business qui génèrent plus d'argent, il y a des business plus passifs, etc. Mais si vraiment, je sais pas, si demain je disais, faut que tu épargnes 10 000 euros dans l'année, il y a beaucoup de gens à qui je parle qui veulent se lancer dans l'IMO, qui ont moins de 10 000 ou moins de 20 000 euros de côté. Je me dis, franchement, c'est une super opportunité entre ne rien faire, vivre comme un moine, ou mettre sa résidence principale quand on n'est pas là, ou une partie de sa résidence principale en location quand on est là. Et ça paraît, en tout cas de mon point de vue et selon mon mode de vie, ça paraît être le mieux. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le programme, donc il va être en prélancement, il sera à moins 35%. Pour souscrire, vous allez sur mon site grosbillet.com où je vais faire un lien carrément, sera www.grosbillet.com, bien sûr grosbillet au pluriel, /RP. Donc R comme la lettre, P comme la lettre, comme résidence principale. Donc www.grosbillet.com/RP et là-dessus, vous aurez accès au programme à moins 35%, mais ce sera pour une durée ultra limitée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et dernier point, si je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, on a un membre qui voulait venir à Chamonix, qui avait déjà son ticket, qui malheureusement ne peut pas venir. Donc on a un lit double qui s'est libéré. Donc si vous voulez nous rejoindre à Chamonix, c'est du 18 au 20 août. Et voilà, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écouter, il y a un podcast où on présente tout sur ce week-end à Chamonix. On sera déjà, je pense on est entre 15 et 20. Et voilà, on va bien s'amuser. Donc ce sera du 18 au 20 août. Ce sera entre investisseurs, peu importe votre niveau d'investisseur, que vous soyez ultra débutant ou ultra avancé. Pour l'instant, je pense qu'il y a je sais pas s'il y a des gens qui ont 0 appartement, parce que j'ai pas parlé à tout le monde. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont qu'un appartement. Et je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui a plus que 100 appartements. Donc, quel que soit votre niveau d'investisseur, vous êtes le bienvenu. On va bien s'amuser. On avait fait un week-end l'an dernier. Vous pouvez demander à tout le monde. À David, à Sheik, notre cher ami qui est passé chez les Gentlemen, à voilà, n'importe qui, il vous dira que c'était génial. Et là, on va tout faire pour que ce soit génial également. Donc, il y a un lit double. Soit lit double pour une personne, 690 euros. Lit double pour 2 personnes, 590 euros par personne. Vous avez tout dedans. Hébergement, nourriture, boissons, activités. Nous, sur les événements, j'ai déjà dit, mais on gagne pas d'argent. C'est vraiment au coût. Après, il faut héberger les gens. On a loué plusieurs chalets. Voilà, on fait des activités, des restos, etc. Ça coûte de l'argent. Si vous avez l'habitude de voyager ou si vous avez une famille, je pense que vous le savez. Donc voilà, on a hâte de vous voir. N'hésitez pas à m'écrire, bybypatron.net. Vous avez tous les liens dans la description, comme toujours. Voilà, et dernier point, bien sûr, j'ai eu une note 5 étoiles et un message de Mehdi RDS. J'ai récemment découvert les podcasts de Baby Patron et depuis je suis accro. Et c'est normal, on est tous accros. Moi, chaque semaine, je prends ma dose. Dans le train, en transport, en commun, je les écoute tous un après l'autre. Cela m'a permis de m'ouvrir sur l'investissement à l'international, de découvrir autre chose. Merci pour ton travail. De rien, Mehdi, merci pour ta note 5 étoiles. N'hésitez pas à faire pareil. On a 140 notes sur Apple Podcast, mais les Spotifyers sont beaucoup plus gentils que les personnes sur Apple, parce que là j'ai 244 notes 5 étoiles. Et maintenant sur Airbnb Booking, j'ai que des 10 sur 10 et des 5 sur 5 pour l'instant, et je touche du bois grâce à ma super stratégie pour mettre en location ma résidence principale. On se retrouve de l'autre côté avec Seb Marcus. C'est parti, on va parler en gros bifton. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui on est avec Seb Marcus. Comment ça va? Écoute, ça va et toi? Ça va, on finit tous les deux. J'ai l'impression que nos journées elles se ressemblent un peu, elles ont pas de fin. Donc là il est 18h40, je viens d'arriver chez moi et puis on enchaîne avec un petit épisode. Mais voilà, c'est ce qu'on aime, on est là pour ça. Avant que je te laisse te présenter, je voulais faire une petite précision. T'es passé il y a pas longtemps sur le podcast de Paco, bien sûr je l'ai écouté et on salue Paco. Et pour parler de certains sujets, donc on va essayer de traiter des autres sujets parce que voilà, pour les auditeurs qui écoutent Paco et moi, et c'est une très bonne idée que vous avez, voilà, essayez de, peut-être on va parler un peu plus du switch immobilier locatif marchand, et puis après de l'activité de marchand en tant que telle, et puis aussi de ton activité du cercle, voilà, dont il n'était pas du tout question dans le podcast
Avec Paco. Bah écoute, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas sur Instagram et tout. T'es un peu connu, mais voilà, il y a pas que des personnes qui sont sur Instagram. Donc voilà, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, donc Seb Marcus. Moi j'ai plusieurs activités. Donc je suis investisseur locatif. J'ai démarré par là, en tout cas dans l'immobilier. Ensuite j'ai une société de maîtrise d'œuvre, ICECS, qui est basé sur Paris et dans les Hauts-de-France. Donc maintenant on va être une quarantaine, donc c'est une belle boîte. Et et derrière je suis marchand de biens. C'est ma troisième activité, et d'où l'activité qui a découlé derrière de bâtir le Cercle, qui est un club où on est plusieurs marchands de biens. Enfin on est une centaine de marchands. Et donc voilà, donc trois activités, tous un peu connexes autour de l'immobilier, travaux, etc. Parce que de base je suis ingénieur BTP. Okay. J'ai bossé chez Bouygues, en fait, Bouygues Bâtiment, pas loin de chez toi, en Moselle. Donc voilà, voilà mes activités. Ok. Et le podcast s'appelle Bye Bye Patron. J'aime bien. C'est vrai que je t'avais pas prévenu que les invités racontent une première expérience professionnelle un peu insolite, ou tu vois, le moment où tu te dis bon bah peut-être je vais pas faire ça toute ma vie. Je sais pas si t'as fait un job d'été, un stage, ou alors une petite anecdote qui t'est arrivée pendant ton métier chez Bouygues. J'en ai une. Justement chez Bouygues, en fait. Chez Bouygues, en fait, la première fois que j'ai quitté, enfin quand j'ai quitté le salariat, donc j'ai fait une école d'ingé par alternance, et ensuite j'ai bossé chez Bouygues, j'ai fait les grands projets hospitaliers du coup en Moselle, et en fait ceux qui connaissent Bouygues, c'est une super école et tout. En fait, tu apprends vraiment à être carré, etc. Puis sauf qu'à un moment c'est blanc ou noir, et on dit souvent, enfin dans la boîte on dit t'as le sang orange ou tu l'as pas, tu vois. Okay. Et en fait c'est ma mère un jour qui me dit, un week-end quand je rentre, qui me dit mais on peut plus te parler, t'es devenu une machine 1-0. Et en fait elle me dit ça le samedi, et je dis c'est pas possible, c'est pas ce que je veux de ma vie, et le lundi je démissionne. Et je savais pas encore ce que j'allais faire, et j'ai décidé de monter ma boîte de maîtrise d'œuvre derrière, en me disant de toute façon les maîtres d'œuvre sont nuls, je pourrais forcément faire mieux, et go quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des secteurs comme ça. Enfin souvent ce qu'on peut voir en tant que particulier, c'est par exemple les bars et les restaurants. T'as l'impression que les gens ils sont tombés là par hasard, quoi. Ils ont jamais vraiment réfléchi la rentabilité du truc, que tout fonctionne bien, etc. Et il y a d'autres métiers, voilà, la maîtrise d'œuvre. Toi, t'as vu en tout cas que les gens n'étaient pas parfaits. Après, il y a aussi des business models qui font, tu vois, typiquement les syndics de copro, être hyper bons. Je suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie pour avoir une boîte rentable. Faut juste être passable et pas pire que les autres. Ouais, okay. C'est ça. Ok, top. Et donc, tu as monté ta boîte de marchand de biens. C'était de maîtrise d'œuvre. C'était ce que tu faisais chez Bouygues, ou non, comment on passe de l'un à l'autre? Non, chez Bouygues, j'étais, en fait, moi, je suis école d'ingé, BTP en général, du coup de la conduite de travaux derrière sur des gros projets. Et en fait, un maître d'œuvre, il est là pour suivre les travaux, les organiser. T'es un chef d'orchestre si tu veux, donc tu dois avoir les connaissances en direction technique, en chiffrage, et puis derrière en planning. Et c'est un peu une vision 360 de la construction. Et je fais pas de conception, hein, je fais que je suis à la construction. Et en fait, les archis sont plutôt des artistes, et ils sont très bons là-dedans. Et il y avait certains, enfin beaucoup en tout cas, qui avaient de lacunes en suivi de travaux. Et sur Paris, ça commençait à se démocratiser, de séparer la conception de la réalisation. Et en fait, moi, je dis, je vais aller en province et je vais aller là-dessus tout de suite. Et puis je suis parti comme ça, et j'ai monté ma première boîte comme ça. On va dire, j'avais 24 ans, je crois, de mémoire, 23 ans. Ok. Top. Et t'as appris, parce que tu faisais des trucs super précis chez Bouygues, je pense, vu la taille de la boîte. Et puis, bien sûr, ton premier chantier, c'était pas construire un hôpital une fois que t'étais à ton compte, quoi. En fait, non, mais j'avais fait 3 ans, en fait, d'alternance avant sur des opérations de logement, en Picardie, de là où je viens. Et en fait, le projet hospitalier m'a plutôt appris à m'organiser, à gérer dans un groupe, à apprendre à écouter les autres, parce que quand on veut avancer et que t'es dans un gros groupe avec, faut aussi laisser de la place à tout le monde. Donc ça a été hyper formateur. Mais bon, je suis incapable de reconstruire un hôpital aujourd'hui, et même la société de maîtrise d'œuvre n'est pas en capacité de faire ça. Nous, on est spécialisé dans le logement et dans les commerces et bureaux, et voilà, on va pas les risquer sur un hôpital. Voilà, c'est ça. Faut être ambitieux, mais pas toujours avoir. Puis on en reviendra, je pense, sur le marchand de biens. C'est le juste équilibre à trouver, quoi. Le mélange entre ambition et puis pas être trop grossir trop vite. On peut passer sur la partie invest locatif. Donc tu t'es lancé quand et à partir de quel moment t'as switché ensuite sur le marchand?
Alors en invest locatif, en fait, j'ai démarré super tôt, vraiment à 18 ans en fait, avec mon frère. Ok. À l'époque, c'était un bien qui a dû être vendu par quelqu'un de la famille, qu'on a, on va dire, bien acheté. On était à 4 avec oncle et tante, parce qu'on n'avait pas de levier. Enfin, moi, j'étais encore à l'école. Mon frère sortait de l'école. Donc mon oncle et ma tante sont venus avec nous. C'était un immeuble de 4 lots avec des hangars et tout. En fait, on a fait toutes les fautes possibles et imaginables. Pas de crédit de travaux, SCI à l'IR, et on a fait les travaux nous-mêmes, etc. On s'est fait rattraper par la fiscalité. Tu sais, comme tout le monde, tu sors de l'école, je me suis acheté ma moto une fois que j'ai eu ma paye, parce que j'avais le permis de moto, puis j'ai dû la vendre pour payer les impôts. Enfin voilà. Et là, j'ai dit l'immobilier, j'arrête en fait, clairement. Mais par contre, j'ai gardé ce bien, on l'a passé à l'IS et tout. Enfin, on a fait les changements qu'il fallait pour que le bien soit autonome. Tous les ans, on remettait quand même au pot parce que c'était un mauvais investissement. Et j'ai dit j'arrête. Et en fait, je monte ma boîte de maîtrise d'œuvre, etc. Ça avance. Et voilà, je ne vous coupe pas pour parler du sponsor, mais simplement parce qu'on a eu un petit souci technique sur l'épisode et on réattaque tout de suite avec Seb Marcus. Donc on était sur l'immeuble IS qui est passé à l'IR. Non, Yes. Hier que j'ai passé à l'IS et et puis j'ai arrêté l'IMO et derrière en fait j'étais un gros freelance. On générait quand même pas mal de revenus. En tout cas, on arrivait à faire avec mon frère 250 000 de chiffre d'affaires à deux, avec très peu de dépenses hormis une bagnole et puis un ordinateur. Donc c'était cool, mais si on travaillait pas, ça marchait pas. On n'avait pas j'avais la volonté moi de staffer, mon frère peut-être un peu moins. Et et puis du coup on décide d'arrêter. Et là je dis bon bah écoute, faut que je retrouve l'IMO. Et comme je disais, il y avait pas d'internet et tout le savoir qu'il y a aujourd'hui. Il y a pas de podcast, il y avait rien. Donc je me suis remis dedans en fait au fur et à mesure et j'ai réinvesti. Donc là c'était il y a environ 8 ans à peu près que je suis retourné à ça. Alors y allant tout doux, pareil en reprenant un locatif normal et en payant des avocats une blinde qui m'expliquait ce que c'était que le LMNP, qui m'ont expliqué ce que c'était que le LMP, la SARL de famille. Enfin en fait j'ai essayé de comprendre de comprendre tout ça. Et puis après j'ai commencé à accélérer, j'ai compris ce système un peu du LMNP, de la coloc. Et j'ai décidé d'accélérer dans le locatif et j'ai passé les étapes en fait LMNP, ensuite sur de la structure à l'IS, sur de l'IDR et puis maintenant sur des gros sujets plutôt bâtiments industriels. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'en montre pas mal, et commerciaux où là cette fois j'achète le terrain, je construis, je trouve le locataire et voilà, sur des choses très très patrimoniales. Okay. Et à rendement différent suivant l'adresse, enfin l'adresse et le locataire, le type de bien et le locataire et tout ça. Ok. Et comment on teste parce que moi j'ai pas d'immobilier commercial ou industriel, comment on teste la demande, tu vois, c'est des hangars, des entrepôts, des usines, Alors, moi je fais que dans ma ville, je vais pas autre part. Donc déjà au moins je maîtrise. Au moins t'as l'expérience de voilà, tu sais quand tu mets un truc c'est ça. Et j'ai tapé en fait emplacement, enfin je suis sur les emplacements un peu numéro 1, rond-point. Et en fait je faisais des produits adaptables. Si tu veux, enfin c'est d'ailleurs une stratégie que je délivre dans le cercle là, très bientôt dans un prochain Workday. En fait, je fais des hangars que je peux adapter. Je trouve un premier locataire qui permet de porter le projet avec la banque finance en fait sur une partie du bâtiment, de pas avoir le bâtiment ce qu'on appelle en blanc mais plutôt en gris. Et puis ensuite derrière, je fais un truc adaptable et je lance et je commercialise en travaillant avec les brokers. Les brokers, c'est des agents immobiliers pros en fait qui maîtrisent bien ça et qui te disent tu vois telle surface, nous on a plein de recherches là-dessus. Puis après tu modules des bâtiments qui permettent de moduler en fait tout simplement. Puis au fur et à mesure de la construction, en fait je finis et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai rempli le bâtiment à la réception du bâtiment, le bâtiment était plein. Ok. Ah ouais, bah oui parce que t'as la construction, donc c'est une phase où tu peux rechercher et puis les gens, c'est pas comme un logement quoi. Là tu peux avoir quelqu'un qui rentre que dans 3 mois, ça pose pas de problème, ou dans 6 mois, alors que pour un logement en général les gens c'est plus court. Ok, intéressant. Ouais, c'est vrai que on les a tous vus quoi, hein, ces ronds-points, c'est des magasins que t'as ou c'est Non, c'est vraiment soit du bureau, soit la zone artisanale. Okay. C'est-à-dire des artisans ou plutôt des grosses boîtes en fait, des grosses boîtes qui ont des filiales. Le siège il est je sais pas à Paris et ils ont des petites filiales et ces petites filiales en fait c'est celles-ci que j'implante, Eiffage, SPI, enfin tu vois. Ok, des trucs d'accord. Des bureaux. Il y a une partie bureau, une partie atelier ou que du bureau en fait, ça dépend. Okay. Ça dépend de la demande. Ok, intéressant. Et ça vieillit comment ce genre de c'est une question peut-être parce que moi je suis pas du tout. Donc alors, je pense que tu peux avoir
refacturé, enfin les aménagements peuvent être faits soit par toi, soit par le locataire. Mais après, même le bâtiment lui-même, ou je sais pas comment ça. En fait, t'as deux stratégies. En fait, dans le bâtiment industriel, tu peux faire la même chose que dans le bâtiment, enfin les locations classiques d'habitation, c'est-à-dire que t'as les secondes zones, t'as tes troisièmes zones, t'as les secondes zones, t'as les premières zones et l'emplacement premium. En fait, c'est toujours pareil. Et donc en fait, soit tu vas sur des troisièmes zones à des gros rendements, mais où en fait les locataires payent une blinde, l'énergie, et puis les trucs sont pourris clairement, et puis ils te les refont pas parce qu'ils sont pourris quand ils rentrent, donc ton bien se déprécie en fait, mais tu vas chercher du rendement pour plus tard pouvoir arbitrer et dégager du cash pour retourner sur autre chose. Puis après, plus tu viens, plus le rendement en fait, si tu veux, baisse. Et en fait, moi, ma stratégie du coup, ça a été de dire non, j'injecte au départ une partie de cash pour aller sur des emplacements premium où je construis, et tout de suite je suis sur des normes d'habitation RT 2012, maintenant RT 2020, etc., qui font que les bâtiments se déprécient pas du tout parce que justement ils sont très bien isolés, ils sont on a des bâtiments pas basse consommation mais qui consomment pas beaucoup, et en fait du coup nos locataires restent très longtemps. On arrive à signer des beaux fermes de 10 ans et où en fait t'es une certitude de payer pendant 10 ans parce que derrière t'as un groupe qui quoi qu'il arrive pas à l'abri. Mais si ça tombe, en fait, il y aura d'autres choses qui seront tombées avant, et voilà. Donc, ce sera un problème on va dire, de plus à régler si ça tombe. Mais voilà, il y a aucune raison, et donc en fait, ça te permet d'avoir vraiment une visibilité sur tes biens, quoi. Ok. Et quand t'as un contrat ferme de 10 ans, en plus, ça te couvre déjà, je suppose, une grosse partie du coût du bâtiment, quoi. Ouais, en fait, c'est des crédits sur 13+2, en fait, 2 ans de différé pour les travaux et la mise en place, et 13 ans d'amortissement. Et en fait, quand tu commences alors, avant l'augmentation des taux d'intérêt, quand tu tournais à 9, 8,5, 9, t'arrivais à être à cash flow, à l'équilibre de cash flow sur 8, 9 ans. Et puis après, tu commences à payer un petit peu. Maintenant, il faut être à 10% si tu veux vraiment être à l'équilibre sur les 13 ans. Ok, intéressant cette partie. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, les locataires, si tu veux augmenter, parce que les appartements, sauf dans des situations exceptionnelles, ton loyer il est quand même plafonné. Je veux dire, en province, c'est très rare de louer plus que 1 500 euros Ouais, un appartement. En fait, t'as deux aspects importants, c'est que déjà c'est indexé sur un indice. Typiquement, les dernières, ça a pris 7%. Donc, tu vois, au bout d'un an, à date anniversaire du bail, tu fais l'augmentation. C'est 6 et quelques pourcents, je sais plus combien. Et t'envoies tu annexes l'augmentation, point final. Il n'y a pas de débat et les gens payent. Ils se posent pas ils font vérifier parce qu'ils ont tous des services juridiques, mais ils payent et il n'y a pas de débat. Ils te refont ton remboursement, lui, il est fixe. C'est ça, et voilà, et celui-là il bouge pas, et quand ils partent, s'ils ont dégradé, ils refont, et puis les loyers sont beaucoup plus importants. Tu as un locataire pour quand tu t'occupes d'un bâtiment, généralement un bâtiment c'est en moyenne entre 100 et 120 000 euros de loyer. Donc c'est-à-dire qu'il a une action, un crédit, un suivi de travaux, c'est 120 000 euros de loyer, avec une valeur patrimoniale et une plus-value derrière qui aussi souvent vers les 30%. C'est-à-dire que vu que tu l'as construit, bâtiment est neuf, et moi avec ma boîte de maîtrise d'œuvre, du coup j'ai la maîtrise des coûts. T'as tout de suite une plus-value. C'est souvent à cash flow à l'équilibre, et la valeur ajoutée, tu l'as vraiment en chopant l'emplacement premium, maîtrise de la construction et des coûts, et de trouver le locataire. En fait, c'est comme ça que tu amènes de la valeur ajoutée au bien. Ok. Et c'est les brokers qui te font un peu le tri des locataires, ou c'est toi qui fais le tri? En fait, l'emplacement fait le tri lui-même, on va dire, parce que parce qu'il y a le tarif, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le tarif tri forcément. Et après, ouais, c'est en discussion avec les brokers, et t'as plein de types de brokers. T'as comme tout, hein. T'as le broker qui veut te mettre, qui veut te faire signer un bail quoi qu'il arrive, comme un agent immobilier qui veut te mettre absolument, qui veut te vendre le bien, ou qui veut absolument te mettre tel locataire. Après, toi, tu tries. La chance qu'on a quand c'est comme ça, c'est que tu peux demander en fait les bilans, et tu demandes à ta banque une analyse. En fait, et la banque vérifie. La banque, elle le fait directement. Ouais. La banque vérifie la solidité financière de la boîte, et puis après, toi, c'est le feeling. Alors quand t'es du coup en deuxième, troisième zone, c'est là où des moments t'es un peu obligé de prendre ce qui passe, parce que le mec qui accepte d'aller se mettre derrière, forcément il a pas les moyens, c'est une jeune boîte, il y a forcément quelque chose, quoi. Ouais, des incertitudes, etc. Ok, intéressant. Ça me rappelle mon expert comptable qui avait un appart vide, et l'agence, elle lui avait proposé un gars qui était en semi-liberté, qui était en prison. Au bout de, je sais pas, 2-3 mois, le seul dossier qu'il lui avait proposé, c'était ça. Donc, il était ravi. Ok. Et, donc, le switch, on va parler un peu du switch,
marchand. Tu l'as fait. Bon, je suppose qu'au bout d'un moment, ça s'est chevauché les deux Ouais. stratégies. En fait, si tu veux, j'ai commencé à accélérer en locatif, hein, un peu, comme beaucoup, j'imagine, qui nous écoutent aujourd'hui. Mhm. Et sauf qu'il y a un moment, on est comme tout le monde, quoi. Le levier bancaire, même si on n'était pas à l'époque d'aujourd'hui, c'était plus simple. Très clairement, on avait mais bon, les banques me disaient, écoute, chaque année on va te prêter, mais maintenant, il y a des moments, on va s'arrêter. Il y en a trop cette année, et il faut que tu t'arrêtes. Et donc, encore une fois, à l'époque, je connaissais pas. Enfin, il y avait pas de stratégie, il y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Ouais, voilà. Et, Il y avait du plus et du moins. On avait moins de stratégie, mais on avait plus de liberté aussi, quoi. c'est ça. Et donc, en fait, je me suis mis tout de suite sur une stratégie de dire, vu que moi j'étais sur des trucs au rendement, en fait, j'allais chercher du rendement. En fait, je me suis mis à acheter des choses à haut rendement que j'ai vendues à rendement un peu plus bas, tout simplement, hein, sans trop me prendre la tête. Et j'ai démarré sur la région rouennaise et beauvaisienne. Et puis ça s'est très bien passé. J'ai commencé à enchaîner. En fait, si tu veux, je mêlais les deux, investissement locatif et marchand. Le marchand qui levait du cash, qui permettait de réinvestir et de me payer. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Et et après, c'est pour ça que je suis très vite passé. En fait, quand t'as goûté au marchand, t'arrêtes l'investissement locatif classique. Ouais. Hein. Oui, Tu pars sur du patrimonial avec une valeur, avec un retour sur investissement au bout de 7 à 10 ans, avec des gros loyers tout de suite, parce que c'est pas énergivore par rapport j'en ai encore, hein, j'ai mes immeubles, je les ai encore, mes IDR, mais c'est trop énergivore. J'ai une personne qui s'en occupe à temps complet, 80%, alors que sur mes bâtiments qui doivent peser à peu près la même somme en loyer, j'ai une personne qui s'en occupe 3 jours par trimestre, tu vois, parce que c'est une fois par trimestre. Les mecs, s'il y a un problème, ils se démerdent. Enfin, tu vois, c'est vraiment hyper simple. Il y a le rapport bancaire à faire, la compta à la fin de l'année, et c'est fini, quoi. Ok, très 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 intéressant. Ouais, on voit bien la différence. Mais c'est vrai que pourquoi on cherche de la renta au début, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Hein. Faut dire, faut dire ce qui est. Hein. Quand si tu nais avec 5 millions d'euros sur ton compte, Mais voilà, il faut démarrer plus de par la chances renta. d'acheter. Ouais. Quand t'as pas, en fait, soit t'as une structure commerciale à côté qui te lâche du cash, que ce soit du marchand, que ce soit comme une boîte de maîtrise d'œuvre, etc. T'as une structure à côté qui te permet de mettre des apports et c'est ok. Soit sinon, t'es obligé d'aller chercher des hauts rendements. Donc soit tu cherches la pépite très longtemps et ou le temps qu'elle arrive, soit tu décides d'aller sur des trucs un peu plus à risque et qui n'ont pas de valeur patrimoniale derrière. C'est-à-dire que tu vas le vendre le prix que tu l'as acheté, point final. Mais par contre, t'as du rendement, ça te lâche un cash flow qui te permet d'aller sur des trucs un peu plus, on va dire un peu plus patrimonial, qui peuvent te lâcher du cash flow ou être à l'équilibre aussi, mais c'est les deux stratégies fonctionnent et comme tu dis, ça dépend de combien t'es né au début. C'est ça. Ok, intéressant. Et donc donc le switch il s'est fait parce que t'as pu voir, je pense que t'as pu voir combien ça rapportait quand tu revends. T'as les banques qui t'ont dit bon, on va peut-être se calmer un peu sur l'endettement. Et comment du coup, t'avais déjà vendu des biens et tu t'es dit je vais faire la même chose, la même stratégie ou comment ça se Non, fait? j'avais rien vendu du tout. Enfin si, en fait j'ai rien vendu et c'est là que j'ai arbitré le fameux premier immeuble, tu sais que je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, qui m'a, en fait, j'ai récupéré tout l'argent que j'ai injecté pendant 15 ans dedans, je l'ai récupéré. C'est tout. J'ai pas fait d'argent et je l'ai récupéré, ça m'a permis d'avoir une somme d'argent qui m'a, de mémoire, c'est à peu près 104 plus-value net, qui m'a permis en fait de commencer à pouvoir me dire non mais je me positionne, j'ai un peu d'apport, etc. Parce que à l'époque, pareil, les plateformes de crowd et tout ça n'existait pas. Enfin, tu vois, il y avait pas tous les mécanismes d'aujourd'hui qui te permettent de démarrer sans argent ou avec très peu. Et donc voilà, donc j'ai levé du cash, j'ai montré à la banque que j'en avais aussi. C'était ça qui était important, c'est de dire voilà, je fais de l'IMO depuis 10 ans, même si ça me fait chier maintenant. Cet immeuble était pas génial, mais je l'ai fait, je l'ai arbitré, et maintenant je veux continuer. Je continue dans le marchand. Ce qui a été très compliqué au démarrage, c'est ça a été d'aller chercher du financement parce que j'avais aucun contact pour rentrer avec les boîtes les filiales des banques qui finançaient le marchand. Donc en fait ce que j'ai fait, parce que je me suis très vite retrouvé bloqué, je suis très vite allé trouver des associés. Alors comment j'ai fait, en fait je suis allé chercher des mecs avec qui je travaillais en maîtrise d'œuvre qui étaient promoteurs, etc., en disant voilà, j'ai une belle affaire, je m'en occupe, voilà le résultat, on partage.
Par contre, j'ai pas de thunes. Voilà, je peux mettre 20 000 s'il faut parce que je viens d'arbitrer le truc, je peux rien mettre de plus. Et s'il faut remettre au pot sur le moment, je peux pas. Et donc voilà, on a décidé de dealer. J'ai grandi comme ça, donc je les ai petit à petit comment enchaîner. Et j'ai eu le même principe en marchant, si tu veux, de partir sur des trucs d'habitation, etc. Et après, je me suis retrouvé à faire dans une année un peu plus de 50 lots. Et en fait, tu te rends compte que c'est le même, en fait, c'est le même principe. Tu retombes dans le même principe que le locatif, c'est-à-dire que vu que j'étais sur des petits lots que du studio, du T2, qui était mon savoir-faire, c'était facile à vendre et tout. Sauf qu'à un moment, tu comptes, 50 lots où tu fais une demi-journée chez le notaire, tu y vas 4 fois, parce qu'à l'époque, il y avait pas de démat et tout comme aujourd'hui. Le compromis. Voilà, donc tu vas à ton compromis, tu vas à ta réitération, tu vas au compromis avec ton vendeur et tu vas à la réitération avec ton vendeur. Donc tu y vas 4 fois, donc ça fait 2 jours. Pour 50 lots, ça fait 100 jours. T'imagines, t'as la moitié. T'as un risque d'erreur, hein, faut dire ce qui est. Enfin, moi, je le vois bien, je suis quand même moins attentif, je lis les actes quand j'achète et tout, mais t'es moins attentif, qu'au tout départ, où tu lis tout, quoi. T'as plus d'expérience, mais après, t'as vite fait de te rater, quoi. Donc c'est tout bête, mais faut te rappeler les prix de vente, les trucs. Si t'en as 50, t'as vite fait un jour si le notaire, il se rate sur le prix, et toi, alors moi là-dessus je suis de base je suis très organisé en fait. Je crois que c'est une grosse qualité, j'ai des trucs que je moins bon, mais et en fait j'ai des tableaux de suivi en fait sur toutes mes activités en général qui étaient moins poussés avant qu'ils le sont aujourd'hui. Et donc en fait ça je peux pas me tromper, j'ai mes tableaux, voilà, tout déroule, c'est vraiment pas ça. Par contre, comme tu disais sur les actes, oui, là, tu peux clairement commencer à te tromper parce que tu le relis plus vite, t'as moins de temps. Enfin, tu vois, quand t'as passé 100 jours chez le notaire, sur 220 ou allez, si tu travailles les samedis, 250 jours ouvrés, il y a un moment, t'as passé un peu plus d'un tiers de ton temps avec lui. Voilà, donc ça t'as un risque d'erreur là-dessus. Après, surtout en plus, il y avait un peu de travaux et tout, donc tu pouvais avoir aussi d'autres risques d'erreur parce que tu suivais moins bien. La facturation, le suivi et tout ça. Ouais. Et c'est là où très vite j'ai changé de stratégie. Je suis allé sur des choses plus grosses et j'ai commencé à redéléguer en fait, à déléguer, à structurer la boîte pour faire différemment, aller sur des choses plus grosses. Puis tu te rends compte qu'à la fin le résultat est le même. Encore une fois, hein, si tu mets des grosses actions, t'as des gros résultats, hein, et puis si tu mets plein de petites actions, tu vas avoir des gros résultats aussi, mais c'est vachement plus énergivore, c'est tout. Ok, intéressant. Et comment t'identifies, surtout à ce moment-là, maintenant, je pense que t'es sur des projets qui sont différents, parce qu'en fait, j'ai l'impression, alors peut-être tu me contrediras, mais plus l'appart il est petit, moins t'as de possibilités moins t'as de marge, tu vois. Tu peux pas, si t'as qu'une fenêtre dans un studio, tu peux pas rajouter une pièce, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu Ouais. Comment t'identifiais, c'était quoi surtout si t'en as eu 50, je pense que t'avais une sorte de, je sais pas, de tips où tu te disais, quand le bien il est comme ça, je peux faire ça, et du coup. Franchement, c'était pas compliqué. C'est t'achètes des biens. Et ça marche encore aujourd'hui. T'achètes des biens pourris, mal loués ou pas loués du tout. Le mec se met sur un prix de loyer, tu vois, j'en sais rien, un studio à 400 €. En fait, tu fais les travaux, tu le rends vraiment nickel. Stratégie encore une fois haut de gamme, parce que ça coûte pas beaucoup plus cher dans un studio de faire quelque chose de vraiment très beau. Tu le meubles et puis tu vas, au lieu de 400, tu vas le passer à, je sais pas, à 680. Je te prends un exemple, hein. Et puis, là, tu fais ton ratio, tu regardes à 680 quand toi tu vas le vendre à 680 à 7%, à un mec, non pas à un investisseur qui nous écoute aujourd'hui, mais à un bon père de famille qui veut juste avoir un bien locatif, tu vas lui vendre à 680 à 7%, tandis que toi t'as acheté à 400 € à 12%. Donc en fait l'écart quand tu le prends comme ça, c'est là que ta marge elle est là-dedans. Et après il y a des travaux, il y a des choses que tu viens déduire. Puis après tu fais tes calculs. Alors moi je modélise sur Excel et puis après je dis go no go dès que. Alors, par contre vraiment, et ça c'est quelque chose pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer en marchand, encore plus en ce moment, ne bougez pas à moins de 20% de marge. En fait, nous c'est la marge basse dans le cercle, c'est une obligation, c'est-à-dire que à moins de 20% de marge basse, quand on appelle marge basse, c'est notre hypothèse où on est sûr qu'on a des stratégies pour aller à hypothèse moyenne et haute, mais si vous êtes à moins de 20% en hypothèse basse, il faut pas y aller en fait, parce que tu vois là en ce moment les taux d'intérêt, tout ce qui arrive, etc.
les marges ils fondent, hein, clairement. Hein. Bah, là où t'étais à 20, tu vas le Ribor, il est passé à 5%. Bah voilà, t'as pris ça, il était à 0, il est à 5. T'as perdu 5% de marge si tu gardes ton bien pendant un an. En tout cas sur le coût bancaire. Et tu passes de 20 à 15. Et c'est pour ça en fait qu'on demande 20%. C'est pour gérer les fluctuations de l'immobilier, de la banque, etc. Parce que quand il y a eu un crash, j'ai plus l'année, à chaque fois j'oublie, mais ils ont pris les banques ont pris vraiment un bouillon parce que les marges étaient trop faibles en fait à l'époque. Tu t'en foutais, ils prêtaient à des taux très très bas et en fait quand le marché s'est retourné, les banques ont perdu des millions voire des milliards pour certaines. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai vu quelqu'un qui a publié, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça. Il montrait entre 2021 et maintenant qu'avec la hausse des taux, les gens, ils ont perdu 28% de pouvoir d'achat immobilier, tu vois. En gros, je sais pas si tu peux rembourser 500 euros par mois. Avant, souvent on disait 500, c'était 100 000 euros sur 20 ans. Peut-être que maintenant, j'ai pas refait les calculs, t'as que 80, 82, 85. Là, on le voit, nous, hein, on a eu énormément de refus, en fait. Alors pas maintenant, parce qu'on a changé la stratégie, mais on a eu énormément de refus fin d'année dernière, en fait, et début d'année, sur des choses qui étaient signées, en fait, au mois de juin, juillet 2022, donc on est en mars 2023, et on a eu les refus fin d'année qui ont commencé à tomber et du coup on a complètement changé de stratégie en se disant quand on a vu la hausse qui arrivait et bon les banquiers nous disaient ça va continuer à flamber et ça va être de plus en plus dur pour les particuliers donc on a abandonné certains produits, on a accepté de faire des baisses de prix pour pas avoir de stock et puis on a surtout cherché en fait encore une fois ça dépend à qui tu vends, ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas chercher le mec bon père de famille à 7% et qui a de l'argent et qui son premier investissement. Qui ont du cash, faut dire. Mais oui, il a du cash et c'est du levier. Il aura du levier, c'est ok. Là, je viens de vendre. Enfin, je suis même pas encore. Je suis sous compromis. J'ai pas encore réitéré. J'ai déjà commercialisé 6 appartes à côté de chez moi où j'ai vendu comme ça, qu'à des bons pères de famille, à des gens qui veulent faire un peu d'immo mais tranquille. Donc tout est packagé, le locataire est là, les travaux sont faits et ça se vend bien en fait parce que c'est des gens qui ont du levier. Encore une fois, si tu cherches à vendre à ton pote qui veut lui faire de l'investissement locatif et qui a pas une thune, ça marche pas en fait. Il faut arriver à, tu sais, il y a un truc en marchand et beaucoup de gens le disent qu'ils ont fait de l'immobilier, surtout les anciens, et dire tu fais l'affaire à l'achat. Alors, c'est vrai que c'est à l'achat que tu fais l'affaire parce que c'est le moment où tu achètes le truc, donc forcément l'affaire à ce moment-là. Mais c'est pas forcément qu'à prix bas que tu fais une affaire en fait. Dans le métier de marchand de biens, tu as des conditions suspensives qui sont hyper importantes. Comment tu as l'idée de le valoriser derrière parce qu'il y a 10 000 façons de le valoriser, soit avec des conditions d'urbanisme que tu vas régler, avec des mètres carrés que tu vas aller chercher, avec des travaux que tu vas aller chercher parce que toi tu as un réseau de travaux de boîtes que la personne n'a pas, etc. Et tu vas amener aujourd'hui les DPE, tu vas monter la classe énergétique. T'as énormément de façons vraiment d'amener un bien et de le transformer pour le vendre, non pas au prix de l'ancien moyen. Je te prends un exemple. Sur certains marchés, le prix moyen de l'ancien il est à 3 000, le prix du neuf il est à 4 000, 4 100. Et nous dans le cercle en fait avec ce qu'on fait les mécanismes, on arrive tout de suite à aller vendre 3002, 3003, 3004 suivant le montant souvent les travaux et la valorisation qu'on va chercher et en fait on va vendre au-dessus de l'ancien et un peu en dessous du neuf si tu veux, il y a toujours un écart entre 20 et 30 points et on essaye de se positionner là-dedans en amenant énormément de valeur ajoutée et en allant qualifier le client. Et c'est ça qui est important, c'est que faut que tu ailles qualifier la personne à qui tu vas vendre. Et encore une fois, tu vends pas, c'est pas ton agence Simo qui va te le vendre facilement. Il y a plein de systèmes, il y a plein de plateformes qui existent aujourd'hui. Je vais pas les citer là, mais qui eux achètent des leads très très chers et qui sont capables d'avoir des gens qui sans même venir voir le bien vont te l'acheter tant que tu l'as packagé de A à Z en fait. Ok. Et qualifier, c'est qualifier. Quand tu dis qualifier le client, ça veut dire dresser son portrait, savoir qui c'est, et en fonction de ça, adapter le produit, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle nous le top 20, c'est des gens proches de toi. Tu sais qu'ils ont du levier, tu regardes quel est leur levier, et du coup, tu vas qualifier le montant qu'ils sont capables d'emprunter, et du coup, tu vas aller chercher un bien qui est en corrélation avec ce qu'ils peuvent aller chercher. C'est encore plus vrai aujourd'hui. On le faisait déjà avant, mais là, aujourd'hui, on va encore plus loin. Et donc quand t'as des proches qui te disent, parce que souvent ce qui se passe c'est que nous on est dans ceux qui sont ce marchand, t'es dans l'IMO, t'as fait un peu de locatif ou pas, mais en tout cas t'as envie de faire de l'IMO et t'as plein de gens autour de toi qui disent putain j'ai envie de faire comme toi mais j'ai pas le temps. Alors, est-ce que tu peux t'occuper de mon truc? Donc déjà les fais pas rêver avec du cash flow, du machin, des trucs parce qu'ils en auront pas. C'est tu vas mettre de l'apport et t'auras un été au financement, même un petit effort d'épargne. Et par contre tu t'en occupes pas, ce sera packagé, etc. Et en fait déjà tu vas le qualifier sur le fait que il va avoir un effort d'épargne à faire et c'est pas la liberté financière derrière, hein. C'est tu le qualifies comme ça et ensuite tu vas vérifier son effort d'épargne pour s'assurer que
bah, le montant, il est OK. Après, ça, tu le fais toi pour ceux que tu connais. Tu vas le faire si tu passes par une agence immobilière que tu connais. Tu vas lui dire, moi, j'ai besoin de telle information pour que, avant d'accepter de signer, de contre-signer mon offre d'achat. Et par contre, sinon, après, tu as des plateformes. Enfin, vous les connaissez tous. Je pas forcément les citer là, mais toutes les plateformes qui, eux, achètent du lead à longueur de bras, qui font tout ce travail en amont et qui vont te cuter, suivant les plateformes, entre 6 et 12%. Mais par contre, qui vont te vendre le bien en 5 jours. En 5 jours, ils sont capables de te dire si dans leur base de données, ils ont quelqu'un qui achète ou qui achète pas. Ok, intéressant. C'est vrai que c'est une vraie question à se poser, c'est que quand tu achètes ou que tu revends un bien, eh ben tu vois là, par exemple, moi, alors tu me diras si c'est la bonne stratégie ou pas, hein, mais moi je pense que j'ai fait une bonne stratégie. Moi j'ai acheté un appartement là dans lequel je suis en ce moment, et en fait je l'ai acheté tout seul, donc avec mes moyens. Bon voilà, je gagne quand même bien ma vie, mais en fait je sais que je l'ai bien acheté et que maintenant j'ai encore tout. Il est quand même assez grand. J'ai quand même encore toutes les gens qui sont en couple, qui eux auront des moyens supérieurs à moi, qui pourront l'acheter, tu vois. C'est pas comme si j'avais acheté une maison à 10 millions et où il reste plus que deux mecs à 100 kilomètres à la ronde qui sont capables de l'acheter. Donc je me dis, le jour où je vais le revendre, voilà, j'ai encore tout ce potentiel, enfin C'est important. Enfin, tu veux dire toucher une grosse clientèle et ça, c'est grosse important. clientèle et qui aura quand même des moyens parce qu'ils seront deux et moi je suis tout seul, quoi. En gros, Et bah moi, tu vois, j'ai fait, je sais pas si c'est une erreur, mais j'ai voulu me positionner sur des trucs un peu plus gros et un peu plus luxe. Et c'est un autre marché, et ça se fait complètement différemment. Du coup, pour le coup, j'ai reculé. Je dis, c'est pas encore mon truc. J'y retournerai peut-être, mais j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai pas gagné ce que je pensais par rapport au montant investi. Encore une fois, en parlant en pourcentage, donc du coup, voilà, j'ai fini à, je sais plus si c'est 6 ou 7%. Et j'ai dit non, ça c'est pas, c'est que je suis pas prêt, je suis pas formé. Tu sais, faut y aller étape par étape. Tu vas pas sur des trucs gros quoi. Et donc encore une fois, pour ceux qui démarrent, mais pareil, aller toucher quelque chose. Enfin, tu prends un studio, un T1, un T2, ça touche énormément de gens en fait. C'est assez facile. Et comme tu dis, toi, t'arrives sur un truc propre, etc., où il y a un couple, un enfant ou deux enfants qui peuvent y aller. Bah, c'est très très bien si c'est bien placé pour de la RP dans une grande ville. Tu sais que tu vas toucher la majorité de la population. Ouais, c'est ça. Bah moi je l'ai bien vu. Alors c'était un peu un hasard. Avant que j'ai de l'IMO, en loisir, j'achetais, je revendais des voitures pour rouler gratuitement. Et à un moment, par exemple, j'avais super bien acheté une Porsche. C'était vraiment un bon prix pour la Porsche que c'était et tout. Et puis j'avais vu que j'avais beaucoup plus de mal à la vendre que des Alfa Romeo qui avaient mauvaise réputation, mais que je revendais beaucoup moins cher. Et en fait, forcément, j'ai bien vu la problématique. T'as moins de gens. En plus, bon là, moi j'étais particulier. Ça fait aussi que les gens ils peuvent être suspicieux et tout. C'est pas un garage, tu vois. T'as pas la garantie et tout. Et je pense que c'est un truc qu'il faut quand même regarder. C'est pas juste combien tu payes pour ce que c'est. Enfin, on le voit bien en France, t'as des châteaux, ils sont super beaux, ils coûtent le prix d'un appart à Paris, mais parce qu'en fait, il y a personne qui peut acheter ça, ou quasiment personne, quoi. Donc, mais t'as dit un truc, et c'est le même dans les bagnoles. C'est vrai que c'est vraiment ça, parce que tu vois, c'est comme la Tesla, par exemple, la grosse, la Model X. Le problème, c'est que tous les gens qui ont de l'argent, ils veulent pas d'une Tesla aujourd'hui, pas encore. Et en fait, quand t'as la Model X, t'as le panel des gens qui d'habitude achètent des 4x4, X5, machin, qui se réduit de 100% à 10%. Et donc, en fait, t'as beaucoup moins de gens qui achètent, même si la bagnole, elle a de la valeur. Moi, j'adore Tesla, j'équipe toutes mes bagnoles. Mais pareil, t'as réduit le panel parce que t'es allé sur un truc un peu niché et c'est vachement plus dur à vendre, point. Et ça, tu peux rien y faire. Voilà. Et t'auras beau mettre plus de bois, plus des sièges en meilleure qualité et tout. Voilà, t'auras ouais, c'est intéressant. Ouais. Je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. La question que je voulais te poser aussi, c'était par rapport, bah, justement aux marchands. Donc, c'est un switch qui est fait assez souvent. On voit, je pense, une des grosses différences, tu me contrediras, hein, moi, si c'est le prix au mètre carré. Par exemple, enfin, souvent les biens à cash flow, ils se font dans les villes les moins chères. Quand on fait du marchand, c'est dans des villes un peu plus chères. Donc, quels sont quand on recherche un bien, quelles sont les différences selon toi justement entre faire sa première petite opération de marchand, vers quelle ville il faudrait se tourner, et puis en fait, on le sait, le marchand c'est vraiment en expérimentant qu'on se forme, mais en même temps, c'est des montants qui sont très importants. Voilà, au pire, moi j'ai toujours dans le locatif, au pire tu t'es raté à l'achat. Si le truc, voilà, il se loue, bon au pire t'attends, le marché peut-être qu'il va monter, tu le revends dans 2 ans. Là, tu as 25 ans pour l'amortir ou 20 ans, donc t'as pas le temps de voir.
Donc, comment on passe de... Ouais, T'as dit plusieurs choses. La première chose, t'as dit le marchand on le fait pas dans les petites villes. Alors ça, je t'arrête, c'est complètement faux du Non, marchand. je parle pas des petites villes, je parle du mètre carré, ouais, pas cher, ouais. Ouais, non, même Ok. dans les endroits, en fait, même tu vois, et d'ailleurs on a des membres qui vont sûrement m'écouter, qui vont rigoler parce on a pas mal bossé sur ces sujets-là. Et en fait, t'as des, nous, on a des membres qui font des opérations sur des villes à 1 200 € du mètre carré. Ok. Avec des travaux à réaliser, et ils font quand même 150, 200 000 de marge en fait, parce que par contre tu vas sur des produits différents. C'est sûr que tu vas pas aller sur le produit d'investisseur où faut tout rénover. Bah, là c'est foutu en fait. Par contre un petit corps de ferme, tu vas diviser parce qu'en fait tout a un prix. Tu sais, en fait il y a un moment il y a un prix bas qui existe et où il y a pas de produit. Bah, typiquement tu prends un corps de ferme, là c'est typiquement cet exemple-là. Tu prends un corps de ferme, tu le divises en, je sais pas, en cinq maisons, mais qui sont pas des maisons, qui sont juste divisées verticalement, et tu vas revendre 5 produits à 50 000, parce qu'il y a pas de produit à 50 000 en fait. Donc tu vas toucher quoi? De l'artisan. En fait, tu vas toujours te poser la question de qui tu vas aller toucher en fait. Tu vas toucher de l'artisan, tu vas toucher le papa bricoleur, tu vois, qui va aller rénover ce truc, tu vas toucher de l'investisseur qui va faire les travaux lui-même aussi, tu vois. Et en fait, tu peux faire de la marge en fait vraiment sur tous les marchés. Parce qu'en plus, c'est pareil, dans ces prix-là, des moments, tu as des trucs où bah, ça vaut absolument rien. Et toi, en faisant 2-3 trucs, tu vas réussir à le valoriser. Donc ça, c'est la première chose, c'est que tous les secteurs sont abordables. Par contre, il est vrai que les vraies marges se font dans les marchés montants. Ça, c'est quand tu identifies des marchés qui sont pas encore montés, que tu estimes qu'ils vont monter. Tu sais que tu peux y aller, tu vas faire de l'argent. Ça a été le cas d'Annecy, ça a été le cas de toute la zone Bordeaux, Biscarrosse, etc. Toute la côte. En fait, en général, en France, là, après le Covid, ça c'est encore le cas d'ailleurs à certains endroits malgré les hausses de taux. Le sud, qui est toujours en train de monter parce que voilà, la côte, etc. La montagne, qui sont des endroits voilà qui montent. Et quand le marché est toujours en train de monter, quoi qu'il arrive, je veux dire, en marchant, bah tu vas y arriver, quoi. Voilà. Après, pour quelqu'un qui démarre, parce que c'était ça vraiment ta question, c'est de dire, en fait, le secteur, on s'en fout, tu peux démarrer d'où tu veux. Ce qui est important, je parle souvent de ces leviers-là, hein, c'est le levier que la banque va te demander, ou un associé, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être d'avoir du savoir-faire. C'est savoir faire ce que le bien. C'est-à-dire le bien, soit que c'est sur de l'urbanisme, soit c'est sur des travaux, soit la valeur ajoutée que tu vas amener au bien, faut que t'aies le savoir-faire. Parce que le marchand, c'est hyper compliqué et il y a 10 millions de choses. Moi, je sais pas tout sur tout. On a des experts sur tous les sujets parce que c'est vraiment complexe et vraiment, tu t'en découvres, mais tout le temps. Donc c'est d'avoir le savoir-faire ou de savoir le trouver, en tout cas. Et quand tu commences, vaut mieux aller quelque chose où t'es un peu dans ta zone de confort parce que c'est des montants importants. Et comme tu disais, t'as pas 20 ans pour te retourner. Hein. T'as 2 ans, hein. Le levier bancaire, c'est 2 ans ou 3 ans max. Donc à un moment, il faut aller sur quelque chose où tu as le savoir-faire. Après, le problème, c'est que la banque, souvent, elle te demande de l'expérience. Donc soit tu sais la prouver sur du locatif, où tu as un peu de cash, ou voilà, ou tu prends un associé qui va t'amener l'expérience, tu vois, parce que la banque, elle va te le demander pour filer le levier. Ou sinon, il faut que tu sois sur quelque chose de plus petit. Tu vois, nous, on a des membres, on les concentre sur des choses plus petites en disant, bah, ton moment, pour l'instant, c'est ça. Après, oui, dans 2 ans, tu iras sur ça, c'est pas grave. Mais fais plutôt 3 petits trucs où tu vas aller vite, tu vas monter de la crédibilité, et puis tu vas y aller. Parce que le troisième levier, c'est le cash. Et c'est que ça, par contre, en marchand, tu démarres pas sans cash. Ah, tu as des stratégies pour y aller sans cash, mais le cash, tu vas aller l'acheter. Donc, ça va te coûter de l'argent, ça va baisser ta marge. Ça va te coûter de la marge. En fait, faut énormément de marge. Exactement. Nous, on a des gens qui rentrent, qui ont pas de cash ou très peu. Ils ont 5000 balles devant eux, ils font des OP, hein. C'est pas grave. Par contre, ils savent que, t'as pas le même point de départ, donc tu vas mettre plus de temps à aller au point d'arrivée. Enfin, je veux dire, t'as une Ferrari et une Lada, ils vont aller tous les deux de Paris à Marseille, ils vont juste pas y aller de la même manière, mais ils vont y aller. Ok, ils vont peut-être pas mettre le même temps, peut-être tomber moins en panne ou plus en panne, voilà, tu vois. Mais donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment, j'aime bien identifier ces 3 choses-là parce que une fois que t'as identifié ça, tu dois te dire si je l'ai pas dans un des 3, si je l'ai pas, comment je vais aller le chercher? C'est pas de dire que c'est impossible et t'arrêtes, quoi. T'as pas de cash, t'as de la love money, t'as ta famille, tes amis qui vont peut-être croire en toi. Et clairement, c'est souvent le cas, hein, et que tu vas bien rémunérer parce que c'est tes amis, mais c'est pas. Enfin, il faut aussi les rémunérer. Sache quand tu les rémunères bien, ils te redonnent après en plus, donc c'est important. Donc c'est souvent. C'est là, il faut pas tomber dans des travers de Ponzi. Les membres, ils disent c'est des parents et tout. Je dis bon, même si c'est tes parents, je serais toi, je leur donnerais un bon rendement parce que quand il va déplacer son livret A, son assurance vie qui a cette fait chier pour te filer ça, puis tu vas y filer 3%, et 300 balles, 400 balles à la fin, la fois d'après, ça va l'emmerder. Avec si tu lui as filé 3000 balles, je peux t'assurer que la fois d'après, il va le refaire. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est d'avoir des gens de confiance où tu sais que tu peux avoir du cash. Et après, pour avoir l'expérience que, ça s'acquiert pas quand tu démarres. Soit
t'as plein de marchands en fait qui cherchent des jeunes avec qui s'associer, à qui donner du. Alors après, faut pas se faire bouffer par la personne parce que ça peut être le risque. Hein. Tu sais, c'est quand même un métier mal réputé, mais il y a vraiment des gens qui sont pas bien. Faut se dire la vérité. Donc il faut être prudent là-dedans hein, et mais vraiment très très prudent. Donc bien connaître, bien voir les références de la personne, aller sur des dossiers, quitte à même voir des achats-reventes qu'ils ont fait avec les personnes, les banquiers, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette personne. Donc voilà, donc en tout cas t'entourer de gens qui ont déjà fait, aller dans des séminaires, des machins où il y a des gens qui ont fait en fait et qui vont t'aider à prendre de l'expérience ou tout simplement à s'associer avec toi. Et puis après le savoir-faire, va sur des choses simples pour démarrer. En fait, t'imagines que nous on a eu le cas en fait, c'est un banquier qui nous l'a raconté dans une de nos masterclass. Il disait ils ont un mec, je sais plus si c'est Reims ou Troyes. Le mec il arrive avec un immeuble de 10 lots, il a tout pré-commercialisé, tout de A à Z. Le banquier, il dit, vous n'avez pas d'expérience. Tout était acheté, revendu, 25% de marge, tout était bien. Il dit, vous n'avez pas d'expérience, il y a le moindre couac. On ne sait pas si vous avez géré bien les premiers urbanismes. On ne sait pas si vous êtes capable de rebondir si à un moment, il y a un mec qui meurt, qui peut plus acheter. Enfin, ils lui ont dit, non, il faut s'associer avec un marchand. On va vous donner son nom, vous associez avec lui, vous partagez 50% de la marge et on vous finance. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est la guerre. Et il faut juste accepter qu'une entreprise, c'est pas comme une entreprise, ça prend du temps à se construire. J'aime bien cette métaphore, je dis souvent, c'est pas parce que t'achètes un garage que t'es garagiste, quoi. Tu sauras toujours pas changer le pot d'échappement ou enfin, tu vois, moi je suis nul, je sais pas comment on fait même une vidange. Et il y a un moment, c'est pas parce que j'achète un garage que je vais savoir faire, rien à voir. Donc tu t'as ton cabis de marchand, tu sais toujours pas faire, quoi. Donc maintenant il faut et la banque le sait, ça c'est important. Donc elle va vraiment te demander, de prendre de l'expérience. C'est pour ça qu'ils disent souvent. D'abord, tu fais 2-3 opérations, toi, avec ton argent, ensuite, tu viens me revoir. Et c'est parce que, en fait, tu acquiers le savoir-faire en t'étant confronté au problème, et c'est ça qu'ils recherchent, quoi. Donc voilà. Donc pour les novices, allez sur des choses que vous maîtrisez, et si vous ne maîtrisez pas, trouvez des leviers intelligents qui vont vous permettre d'y aller, mais encore une fois, ne soyez pas tout seul. Enfin, restez pas tout seul. Trouvez un associé qui va venir vous aider, qui a de l'expérience, et vous verrez, vous irez beaucoup plus vite. Vous allez partager 1, 2, 3 fois, puis après vous prendrez votre envol et ce sera beaucoup plus facile. On voit sur les réseaux, on va dire la personne, l'influenceur, je sais pas si on peut dire d'IMO le plus connu ou un des plus connus, c'est Yann Darwin. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Bon, par hasard, mais voilà, il s'est mis avec un marchand qui a de l'expérience et puis maintenant, il fait des opérations assez impressionnantes. Et pour les associés, est-ce que t'as comment on trouve un associé? Il suffit de demander, mais comment on check un associé? Est-ce que après le marchand, c'est quand même des durées qui sont plus courtes, donc je pense que ça aide grandement par rapport à du locatif. Ouais. Mais comment tu dirais? Est-ce que toi, t'as plusieurs associés, si j'ai bien compris, sur plusieurs opérations. Ouais, beaucoup. Quelle est un peu la recette pour toi d'une association? Moi, je vais te dire comment moi j'identifie un bon associé et après comment le trouver. C'est deux sujets différents. Comment tu trouves un bon associé? Malheureusement, faut pas s'associer par affinité. C'est un vrai problème. Alors, faut que ça fitte, hein, faut que tu puisses discuter parce que sinon c'est compliqué. Mais il faut vraiment identifier qu'est-ce que vous apportez l'un et l'autre en fait. Mais vraiment, hein, c'est primordial. Vous pouvez être complètement différents et vous apporter énormément de choses et que ça marche justement. En fait, plus vous êtes différents, avoir des idées différentes, etc. Ce sera ok. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas un mariage parce que ça dure pas longtemps, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est un CDD quoi. Au bout d'un moment, ça a pas marché, tu peux arrêter. Ok, c'est pas grave. Donc, tu mets de l'eau dans ton vin et puis tu laisses couler un peu les choses. Tant pis, c'est pas exactement comme tu souhaites. Puis après, t'arrêtes et tu le refais. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire au démarrage, faut pas se promettre monts et merveilles en fait, parce que souvent les mecs on va tout faire ensemble, ouais. Et puis en fait au bout de 6 mois ils se disent on arrête parce qu'en fait on était juste potes et on se donne pas le levier. Donc typiquement si tu par exemple quelqu'un qui va venir me chercher moi dans le cercle, c'est des gens qui ont pas de cash, peu de cash, ou alors qui vont sur une opération qui est trop complexe, tu vois, ou alors il faut un levier et des garanties importantes pour la banque. C'est là en fait, tu vois, moi je vais te l'associer pour ça. Après à l'inverse, on a des gens dans le cercle qui ont pas d'expérience, qui vont juste dire je t'amène du cash mais je vais m'occuper de rien en fait, je te fais confiance, l'analyse elle passe dans le club deal du cercle, je fais confiance au cercle, maintenant moi je te mets du cash, tu t'occupes de tout, tu vois. En fait ça dépend, encore une fois, faut que tu t'identifies toi, qu'est-ce qui te manque et du coup comment tu vas aller chercher ces gens-là, tu vois, qu'est-ce que tu dois aller chercher ces gens-là, ensuite comment tu vas les trouver, clair, je pense qui fait quoi, c'est ça, et tu listes le qui fait quoi.
Mais alors du coup, ça c'est pour la suite et pour que ça marche bien. Par contre, comment tu trouves ces personnes-là en fait? Ça c'est parce que ça c'est facile, on s'est tout dit, mais tu les trouves pas sur le bord de la route. Donc déjà en fait, il faut que tu montres que toi t'es en capacité de faire en fait, que tu fais des choses, que tu bouges, que t'es acteur du marché, que t'es pas passif, c'est pas en restant derrière chez toi et trouver une annonce sur le bon coin que d'un seul coup le marchand de biens établi il va venir t'aider. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc petit à petit, il faut créer ton réseau. Il y a 10 millions de façons de le faire dans les groupes IMO, comment dans les dans les salons, dans les formations diverses et variées, comment tu en prenant son téléphone puis en ayant un peu les couilles d'appeler les personnes que tu sais acteurs. Moi je te disais tout à l'heure quand j'ai démarré, j'ai dit bon tiens, je travaille avec lui, je l'ai appelé, je dis écoutez voilà, bonjour monsieur Untel, on bosse ensemble sur telle opération, vous me connaissez pas mais moi je bosse là, j'ai une belle opération, je souhaiterais vous la présenter. Enfin, je veux dire, tu prends la liste des promoteurs ou des marchands sur l'annuaire et tu les appelles en disant voilà, moi par contre, tu maîtrises ton OP. Encore une fois, tu vois, sinon le mec il va dire oh qu'est-ce qu'il me fait là. Tu maîtrises ton OP, tu maîtrises tes coûts et puis tu sais exactement ce qui te manque. Et tu te mets d'accord sur ce qui te manque, tu vois. Et après ça dans un délai, etc. Et ça en fait ça marche bien. Moi j'ai plein de gens qui viennent me voir sur Insta, parce qu'il y a que sur Insta où c'est moi qui est là et qui répond. Et en fait ils me proposent des affaires en disant je veux m'associer avec toi. La moitié des chiffres sont faux, c'est mal foutu, l'urbanisme est pas regardé. En fait, ils viennent chercher quelqu'un qui va les dépatouiller d'une affaire parce qu'en fait, ils savent pas la sortir et ils sont pas faits pour être marchands. Enfin, en tout cas, pas à l'instant T. Et moi, par contre, ils m'amènent le truc. Écoute, j'ai déjà tout réglé, j'ai déjà tout pré-commercialisé. Voilà où j'en suis. Mon taux de marge, c'est ça. Mon risque, c'est ça. Et j'ai besoin que tu m'aides sur ces risques-là, en fait. Ben là le mec je le regarde pas de la même manière et tu vois je vais y aller. Alors moi je m'associe qu'avec les membres du cercle donc j'irai pas mais en tout cas un marchand de biens établi il va dire tiens le mec il mesure le risque parce que souvent en fait on analyse la marge mais jamais le risque. Le risque c'est ce qu'il y a comme avec les actions, comme avec les cryptos, comme avec les C'est ça exactement. Donc en fait voilà, donc le conseil que je peux donner c'est vraiment d'identifier les risques qu'il y a en face de la marge et quand vous allez présenter votre affaire expliquer à la personne tout ce qui est risqué et ensuite vous parlez de la marge. Et en fait, vous verrez la personne intellectuellement elle va dire là je peux t'aider, là je peux t'aider. La marge c'est ça. Ah ouais non mais ça c'est OK. Moi ça je maîtrise. La marge on va l'améliorer. Ben moi l'opération que j'avais fait avec il m'a doublé la marge quoi. Il m'a géré mes risques, il a doublé la marge. Donc là j'ai eu la même marge qu'au début. j'ai partagé pour avoir 50-50 et à la fin j'ai eu la même chose. Ouais. Et tu vois parce que tu vas chercher de l'expérience, un savoir-faire etc. OK, intéressant. Et j'avais une question qui m'est sortie de la tête, c'est pas grave. Ah si, je sais maintenant. En fait, tu me corriges si jamais, mais en fait, tu trouves l'idée quand t'es marchand, l'associé, tu le trouves assez tard, non? T'as déjà le projet, t'as déjà. Non, deux façons de faire. Encore une fois, il y a pas de recette miracle. Hein, c'est soit tu identifies quelqu'un avec qui tu fites, puis tu dis voilà moi je suis pas de cash, par contre j'ai du temps, je vais trouver des affaires et je te les présente et on voit si on y va ensemble une fois que l'affaire est là. Mais par contre en tout cas c'est vrai que tu montes des structures et tu t'associes qu'une fois que le bien est identifié en fait. Tu vas pas te dire on monte une boîte puis on verra après. C'est comme si tu montais une SCI et que t'avais pas le bien en face, c'est complètement débile. Par contre on va dire que l'entrepreneuriat c'est un marathon. Par contre, trouver un associé c'est un sprint hein, parce que t'as pas le temps. Donc avoir des gens que tu sais que t'as identifié un peu partout en te disant le jour où ça sort un autre conseil hyper important. Vous les appelez pas les 10 en même temps. Vous en appelez un. Vous faites le point avec lui. Si vous dit non, vous appelez le deuxième. Mais parce que les mecs appellent tout le monde. Après, tu sais, ils croient qu'ils vont avoir le choix du roi. Non, sauf qu'à un moment, moi, je veux dire, non mais tu me fais bosser pour rien. Mais tu me rappelles plus jamais. Je raccroche et c'est fini, quoi. Tu vois. Et il faut pas prendre les gens pour des bouches-trous, en fait. Tu vois. C'est des gens intelligents qui ont réussi, qui comprennent que tu démarres, qui vont t'aider, et tout, etc. Mais faut avoir un peu de respect, en fait, pour ceux qui vont vous aider, quoi. Ok, top. Je pense que là on a fait un bon petit tour de ce point de vue. Sur ça, on peut parler du cercle. C'est pour ça que t'es connu, que t'es aussi sur les réseaux. Et puis en fait, j'avais eu il y a plus d'un an un ex-associé ou ex-fondateur, Arnaud. Arnaud, Arnaud, qui est toujours dans le cercle. Arnaud est toujours parmi nous. Mais je l'avais eu, on avait discuté. Et puis après, bon, vous le savez pas en off, mais
ça m'arrive voilà, j'ai des gros plannings et puis après on dit ouais, on va enregistrer, puis en fait après on n'enregistre jamais, puis après j'ai 5 épisodes d'avance et tout ça. Donc finalement ça s'est pas fait. Mais c'était pas du tout une histoire de personne ou de sujet, c'était plutôt une histoire de planning comme bien souvent. Bah tu peux nous parler, ouais, le cercle, qu'est-ce que vous faites, quand est-ce que vous avez lancé ça, Ouais, voilà. Ouais, bah écoute, pas de souci. Le cercle, ça a 3 ans. On a lancé ça il y a 3 ans. On a rentré en fait à l'époque avec Arnaud, qui nous a quittés parce qu'en fait, il était, tu sais, il était libre financièrement et le pauvre, il se renfermait dans, mine de rien, c'est une vraie structure. Hein. On est 10 personnes. Il y a du management, il y a des problèmes. Tu vois, et il dit ah non, c'est bon, je préfère ressortir. Donc on est toujours aussi potes et il est toujours membre du cercle. Donc on se voit à tous les événements, etc. Mais comme quoi, faut toujours discuter. Tu as un point avant de présenter. Toujours tous les ans discuter avec ses associés de savoir si vos objectifs sont toujours les mêmes et non pas changer en fait. Ça c'est pareil, c'est un truc, c'est important de le faire parce que la vie elle change en fait. C'est comme ça, tu te maries, tu divorces, t'as des gosses, tu déménages, enfin voilà, et du coup ça peut changer. Et donc en marchant, ce qui est bien c'est que tu peux changer, mais dans les structures commerciales ou les SCI assez longs, voilà, tu changes pas si facilement. Donc vraiment faut en discuter pour vraiment toujours se réaligner. Et puis en face, tu fais les choses intelligemment. Et t'attends pas que ça explose, tu sais, que tout le monde s'engueule. Et alors là, c'est la merde. Donc, voilà, petit conseil avant de parler du cercle. Et le cercle, en fait, c'est quoi ça? Comme je disais, hein, c'est 10 personnes par trimestre qu'on a rentré au fur et à mesure. Maintenant, on est pas loin d'une centaine de membres. On est sur un abonnement. En fait, les gens rentrent pour 2 ans en fait dans le cercle. La première année, on débloque les barrières mentales. Clairement, hein, on en parlait. Hein, comment t'as plein de barrières mentales. Là, on en a parlé de pas mal de choses, mais il y a plein de choses à casser petit à petit au fur et à mesure. On donne validation, si tu veux, au fur et à mesure sur les OP. Pour que les gens puissent se débloquer. Et puis la deuxième année, donc le but étant de faire une affaire dans la première année et d'être sous compromis sur 2, en fait avoir du stock sur 2 à 3 opérations pour l'année d'après. En fait, l'année d'après, on va plutôt parler stabilité, tu vois, je te parlais des leviers, on va regarder ce que t'as pas, comment améliorer ce que t'as et comment aller chercher ce que t'as pas ou alors le développer pour que tu puisses stabiliser ton entreprise. Parce que c'est ça qui est important, on n'est pas là pour faire un coup et s'en aller. On veut vraiment monter des boîtes, c'est des gens qui entreprennent, etc. Donc ça. Et ensuite, ce qu'elle est via le marchand, via la promotion, via du développement patrimonial, comme je disais, sur des stratégies que moi j'ai pu établir et qui sont complètement différents. Et donc comment on amène les gens à ça? Donc c'est 2 ans, puis ensuite les gens se rabonnent sur 3 ans. Donc d'ailleurs on était très contents parce qu'on a 85% de réabonnement pour au bout de la deuxième année pour les 3 années suivantes. Donc les gens se réengagent, tu vois, c'est génial. Ça, c'est une vraie satisfaction personnelle en toute honnêteté. Donc je suis content de le partager. Et en fait, du coup, dans la première année, c'est quoi? Enfin, en fait, même dans toutes les années, c'est quoi? C'est une boîte à outils où en fait, parce que au départ, moi, je suis très scolaire. Hein, j'avais fait un truc. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça marche. C'est le gars un peu basique. Et en fait, on s'est rendu compte que chacun a son caractère, sa façon de faire, là où ce qu'il préfère faire et pas faire. Donc, on a fait une boîte à outils avec 6 pôles, les événements, des coachings individuels et de groupe, ok. La compétence métier avec des ateliers où ça c'est une grande nouveauté depuis 6 mois parce que en fait on donnait du savoir et en fait les gens du coup ils posaient que la question tout le temps et ça m'énerve et j'ai dit non, maintenant faut que vous appreniez à le faire. Donc en fait on a nos experts qui préparent le sujet, qui les font bosser comme à l'école, hein, clairement, hein, sur leur truc, et ils sont à côté, et ça bosse, et tout ça c'est enregistré, il y a des fiches récap qui sortent, qui permettent ensuite derrière, tu vas sur la fiche récap, si le bien est le même, très vite en fait avec la vidéo fiche récap, tu arrives à ressortir le truc. Donc ça c'est pour le métier, avec des masterclass, etc. Alors en toute honnêteté, il y a une partie plateforme d'e-learning, mais je vais pas dire que ça sert à rien, parce que en fait t'es un chef d'orchestre en tant que marchand. Donc, en fait, faut que tu saches où est l'information et que tu saches y retourner quand t'as besoin, parce qu'être un puits de science et ne pas avancer, ça sert à rien. Et donc c'est, on va dire que c'est une petite goutte d'eau dans tout ce qu'il y a. Ensuite il y a la partie finance. On a des tableaux de suivi d'analyse décisionnelle qui sont très très poussés. Je dis bien d'analyse décisionnelle parce qu'en fait tu dois prendre une décision en fait, tu sais, pour dire go no go. Et en fait c'est le plus dur. Hein. Et donc t'as ton risque, t'as ton analyse de risque, puis après t'as ton analyse sur le prix. Avec, je te parlais de prix bas, moyen et haut. Et là tu décides ou pas d'y aller, quoi. Donc et pour ça on a des fichiers d'analyse secteur automatisés. On a des fichiers de tableau de suivi de trésorerie qui sont hyper importants parce que encore une fois tu regardes l'opération dans son contexte à l'opération et dans le contexte du marchand en fait, parce que on pourrait dire l'opération elle est bonne mais tu peux pas y aller.
Et en fait, tu peux pas y aller toi, en tout cas. Ou soit tu passes l'affaire, soit tu t'associes, mais tu peux pas y aller. Et du coup, on a sorti le club deal là depuis maintenant 4-5 mois. Enfin, ça faisait 6 mois qu'on y travaillait, c'est sorti là. Où en fait, on ouvre et en fait, on analyse en 3 étapes les opérations. En gros, tu as trois analyses faites par des experts et à la fin, ça arrive à un club deal où il y a un ancien patron de la promotion immobilière côté banque parisienne, des marchands de biens expérimentés et des gens qui ont de l'argent, des investisseurs qui analysent le bien en fait dans tous les sens et qui disent aux membres, voilà, ta meilleure façon de sortir c'est ça, tes risques c'est cela, tu peux l'élever comme ça, maintenant tu choisis. Et puis après, nous, il y a des membres qui viennent, qui s'associent ou qui mettent de l'argent, etc. Et puis ça te permet de sortir en fait un nombre d'opérations plus important ou même ta première opération, parce que en fait, la première année, tout le monde flippe pour avoir des affaires, et la deuxième, tout le monde flippe pour avoir de l'argent. Parce qu'une fois que les barrières ils sont cassées, que t'as compris. Enfin, d'ailleurs, on freine même, on dit attendez les gars, vous en avez 3, 4, 5 là, stop. Maintenant, déjà celle-ci, amenez-les bien, et ces affaires-là, associez-vous plutôt avec quelqu'un qui va s'occuper du job, parce que même mentalement, la charge mentale, faut la tenir en fait. Ouais, Quand t'as un problème, les démarches administratives et tout, les délais, les trucs. Après donc ça, c'est pour le 4e pôle. 5e pôle, c'est tout ce qui va être développement de réseau. Grâce aux apéros IMO, on a une appli qui permet d'aller démarcher en fait des agences immobilières. Bon, c'est un truc qui permet en fait pour les plus timides d'aller d'amener quelque chose à l'agence pour que l'agence garde le contact. Et après, on a nos outils. On a un groupe Facebook privé, on a un site internet, une plateforme. En fait, on a tout un intranet avec Office 365, Excel, Word. Tous les fichiers sont sur une data room où en fait on a accès pour pouvoir, quand on s'associe, en fait voilà, tout le monde peut travailler ensemble à distance. Et après on a des tarifs préférentiels avec pas mal de partenaires. Mais bon, ça j'ai envie de dire, tout le monde peut les avoir partout. Donc voilà, c'est une boîte à outils qui est là tout le temps et avec des événements en présentiel parce c'est vraiment une identité. On fait attention à ce que les gens soient dans notre ADN. En fait, nous, on n'est pas bling bling. Tu vois, clairement, on est entrepreneur dans l'âme. On fait que bosser. On aime bien déconner. Tu vois, quand il y a un événement, ça finit rarement avant 3 heures du mat. Tu vois, alors qu'on a fini le truc à 6 heures de l'après-midi. Donc en gros, voilà, on a ce qu'on appelle des workdays, c'est-à-dire de la montée en compétences en présentiel. Année 1, année 2, année 3 et encore une fois on passe les caps au fur et à mesure, on n'y va pas trop vite et parce que ça sert à rien la vitesse d'implémentation, tu vois, tu peux pas tout apprendre d'un seul coup puis sinon t'as tellement de choses en tête que tu peux même plus faire tes OP. Et puis après on a un séminaire qui est plutôt là voilà où on apprend à vraiment se connaître, où tout le monde est là parce que sinon ils sont pas par année. Et après t'as un séminaire où tout le monde est là, où là on est dans de l'échange, du partage. Tu vois, là, on fait bien un intervenant qui va nous aider à développer les réseaux pour tout le monde. J'en dis pas plus. Et pour que les gens montent en compétence sur des sujets un peu différents et apprennent à se connaître aussi pour s'associer. Parce que je te parlais tout à l'heure, je disais, tu dois avoir du levier et te donner, mais il faut aussi pas forcément être pote, mais il faut que ça fitte. Tu peux pas t'associer avec quelqu'un si vraiment c'est un connard. Tu dis putain, je peux pas, c'est pas possible quoi. Donc voilà, le cercle c'est ça. Et en fait, chaque semaine, en fait, tous les lundis, tous les lundis, t'as quelque chose en visio, que ce soit des comptoirs, que ce soit une veille sur on a des veilles juridiques, on a pas des conférences, pas des maintenances, comment on dit. Bref, on est expert sur le droit de l'urbanisme qui est là, en fait, qui vient prendre des questions pendant 2 heures et qui va. Une permanence, voilà, merci. Tous les mardis, on fait que de l'analyse secteur tous les mardis, et ça dure définitivement 6 heures. On analyse tous les secteurs pour les membres, enfin avec eux, on donne de l'expérience. Donc je sais, il y a 30-40 membres qui donnent leur expérience. Ça permet vraiment de valider, parce que c'est vraiment le truc le plus dur en fait, de valider ton prix. C'est surtout au démarrage, c'est un vrai sujet. Et puis le mercredi, on est sur les ateliers chiffrage travaux. Moi j'ai une personne de mon staff en maîtrise dev qui aide à chiffrer tous les travaux et à analyser les devis de tout le monde. On a les ateliers d'urbanisme, les ateliers administratifs et financiers où là on part vraiment sur des trucs différents, mais encore une fois où on fait monter les gens en compétences et on les force à faire quoi. Tu vois, c'est vraiment l'objectif du truc. Et le jeudi, on est pareil sur l'atelier modélisation, l'atelier terrain, des masterclass à chaque fois, pas à chaque fois, mais une fois par mois, plus 2 fois par mois, mais on va dire une fois par mois, des masterclass sur des sujets très spécifiques. Et le vendredi, alors moi c'est un peu faux, mais c'est visio, on fait des visio 360 avec moi, où moi justement je remets le marchand dans son contexte, si tu veux, parce que souvent on se trompe en fait, on se dit l'opération machin, mais on oublie où est-ce qu'on en est, quel est ton objectif,
Et du coup, on veut aller trop vite. Et c'est là où après on stresse et on se plante. Donc en fait, voilà, moi là, je suis on échange vraiment entrepreneuriat à ce moment-là. Et encore une fois, tout ça, c'est en démat. T'y vas pas, tout est enregistré. Tu veux voir, tu vois. Tu veux pas voir, tu vois pas. En fait, clairement, en première, deuxième année, t'es à fond. Deuxième année, tu vas que là où t'as besoin. Et puis après, au bout de la troisième année, en fait, t'es un chef d'orchestre. Tu vois vraiment, t'as pris l'habitude. Tu sais ce qu'il y a. Tu connais les experts. Et ça déroule en fait. Après, ça te permet de gagner énormément de temps. Et si je me trompe pas, en fait, vous demandez à ce que les gens ce soit leur seule activité, ou enfin qu'ils aient pas de job à côté et tout ça. C'est Alors, vraiment parce que j'imagine bien ce que ça peut être, mais peut-être que tout le monde s'en rend pas compte. C'est vraiment, c'est un investissement. C'est quand même, on rentre pas dans le sac. C'est pas des centaines d'euros. Hein. C'est quand même un gros investissement, à la fois personnel et financier pour rentrer dedans. Mais parce que voilà, les projets ils sont gros. en fait, par expérience, on se rend compte que les gens qui veulent pas, alors, il y a des gens qui ont un boulot, tu vois, où ils bossent une journée et demie à 2 journées par semaine, c'est ok. Par contre, la personne qui me dit j'ai 2 gosses en bas âge, je bosse de 8h à 19h et j'en ai marre de mon boulot, mais je vais pas le quitter tout de suite parce que j'ai peur et je veux devenir marchand de biens. Je veux dire, c'est pas possible en fait, parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer chez nous, puis en plus tu vas divorcer. Parce que Ça, c'est la pire décision financière. Hein. Vaut mieux acheter un studio trop cher que divorcer. Hein. Voilà. Donc en fait, si tu veux, on veut que la personne, elle est pas obligée d'avoir quitté quand elle arrive, mais en gros qu'elle ait l'ambition de se former, parce qu'on va dire que t'as toujours un trimestre où là faut que ça se bourre le mou, hein, faut que ça rentre, mais qu'il y ait l'ambition de quitter pour en faire un job à temps complet, parce que je trouve ça complètement con de mettre autant d'argent dans un truc pour ne pas le faire, enfin pour pas le faire à fond, hein, c'est clairement, hein. Et ensuite on sait que t'auras pas les résultats escomptés. Et en fait, enfin, on s'en fout. Nous, notre métier, c'est de faire du marchand. Ce qu'on veut, et puis avec des gens cool. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. Et donc, on n'envoie pas des gens au carton. Et d'ailleurs, il y a des pré-filtres qui sont faits avant. Et il y a pas mal de gens, on les appelle même pas. On dit, écoutez, c'est pas du tout c'était pas dans les critères. C'est pas grave. Il y a plein d'autres trucs. Commence par une formation. Essaye de faire un achat-revente déjà peut-être de ton côté. Puis tu verras après si ça te plaît, quoi. Ouais, voilà. C'est toujours, mais c'est un bon point parce que je suis toujours épaté, même sur du locatif, de à quel point les gens ils peuvent regarder une voiture, une raquette de tennis, un frigo, tous les tests ou une télé et tout ça. Tu vois, enfin, je veux dire qu'ils peuvent passer des heures sur les sites à tout comparer et après pour acheter un bien IMO, ils t'envoient l'annonce Le Bon Coin. T'en penses quoi? Tu sais, ils sont même pas encore allés voir. Enfin, Ouais, c'est ça. la différence de temps versus, enfin, ce que ça implique, c'est toujours. Et je parle même pas. Alors après, c'est plus personnel du choix les endroits où ils habitent, les gens, ou de leurs femmes, de leurs compagnes, ou d'avoir des enfants. Enfin, voilà, t'as toujours un peu c'est une décision qui est engageante, hein, de faire Ouais, c'est ça. T'as quand même des responsabilités. Hein, on en a pas parlé, mais quand tu revends et que t'es professionnel, t'as des responsabilités. Mais en plus, déjà, faut vouloir entreprendre, parce que le marchand, c'est un métier étudiant entrepreneur, hein, donc ça y est, hein, t'es confronté à la vraie vie. Y a personne qui va te payer, y a pas l'État qui va te filer le chômage après, au bout de 2 ans, c'est fini. Donc ça, c'est quand même un sujet important, hein, et c'est que tu te retrouves face à tes responsabilités et faut y être prêt, hein, tout simplement. Et tu disais tout à l'heure, ça implique des vraies responsabilités. Et quand t'as ton job à côté, comment tu vas gérer des urgences? Imagine. Je disais à un de mes membres, parce qu'il voulait pas quitter son job, maintenant il a quitté, il est super content et tout. Et je disais, tu te rappelles, une fois je l'ai au téléphone à midi, tu vois, c'était il y a un an, 18 mois, 24 mois, je sais plus exactement. Et il m'a dit, putain, j'ai loupé une affaire, parce que l'agent IMO, il m'a appelé à 9h, j'ai pu le rappeler qu'à 11h, et du coup il l'a présenté à quelqu'un d'autre, le marchand il l'a acheté. Alors t'imagines que ça faisait, je lui dis, mais t'imagines, à l'époque je lui ai dit, ça fait 6 mois que tu bosses comme un cinglé, que t'analyses tout. Et le jour où t'es pas là parce que t'es au boulot, la bonne affaire, elle arrive, tu sais, parce qu'en fait, c'est des stats, hein. En fait, dans toute ville, dans tout machin, statistiquement, il arrive à peu près tant de biens, tant de T1, tant de T2, tant de T3, parce qu'il y a tant de mariages, tant de divorces, tant de gens qui déménagent. C'est comme ça, c'est de la démographie, en fait. Et t'as des gens qui meurent, etc. Et donc, en fait, tu te prépares à ce que l'affaire, elle arrive, parce que t'en as pas 50 qui arrivent chaque jour. Et le jour où l'affaire, elle arrive, t'es pas là, t'es au boulot. En fait, donc c'est complètement con, tu vois. Il y a un moment, il faut avoir vraiment l'ambition, enfin, quand tu veux vraiment en vivre et aller loin, il faut avoir l'ambition de faire ça. Il y a des gens qui le font en parallèle d'une activité locative, il y a des gens qui le font en parallèle de choses, mais en tout cas où c'est malléable et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si t'as un bon CDI, 40-50 heures par semaine, cadre moyen, t'oublies, hein, c'est même pas la peine si t'as pas pris la décision de partir. Ok. Intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein. 1 heure de podcast, nickel. J'étais ravi de t'avoir sur le podcast. Je sais pas si tu veux ajouter un conseil, un mot de la fin.
T'es pas obligé, en tout cas. Non, mais ouais, s'il faut dire un Déjà, truc. Moi, la seule chose. Marcus, De quoi? vous te contacter, Ah déjà. ouais, bah, alors avant, je vais donner le mot de la fin. S'il y a un truc que je peux vous dire avant de vous dire où me contacter, c'est essayez pas, parce que il y a beaucoup de gens qui me parlent, qui viennent me parler sur Insta, etc. Je réponds, vous en faites pas. Mais essayez pas de devenir des puits de science. Essayez pas de comparer ce qui existe, ce qui est machin. Il y a un moment, il va falloir passer à l'action. Donc, il faut avoir les bonnes bases. Il faut aller sur là où vous vous sentez un peu à l'aise. Et sinon, il faut trouver les leviers pour pour être plus à l'aise. Mais surtout, voilà, passer à l'action. Arrêtez d'être tout le temps dans l'éternelle analyse. Et à un moment, vous bougez plus, vous restez devant votre PC, vous faites rien. Et je connais des mecs qui ont fait plein de formations, même des formations sur les marchands. Enfin, il y a énormément de gens qui sont nous dans le cercle, qui ont fait plein de formations de marchands. Et à la fin, ils viennent chez nous parce qu'ils disent bon, voilà, maintenant, je veux passer à l'action et je veux vraiment y aller, quoi. Donc, que ce soit en locatif, que ce soit dans tout ce que vous faites dans votre vie, quand vous apprenez, même vous lisez un bouquin, sortez-en en 4-5 actions et faites-le réellement. Et vous verrez, c'est comme ça que les choses font et avancent. Les actions, même si chacun prendra l'action qu'il veut, on s'en fout, mais c'est comme ça que vous avancerez. Donc voilà, si je devais donner un conseil, c'est celui-là. Et si vous voulez me contacter, écoutez, moi c'est sur Insta, Seb Marcus, le cercle MDB. Si vous voulez parler avec moi. Par contre, si vous voulez des infos sur le cercle, n'hésitez pas. En général, vous envoyez un mail à contact@lecerclemdb.com. Ou sur le site internet, vous retrouverez les boutons pour récupérer le formulaire. Petit formulaire à faire pour justement qu'on s'assure que ce soit fait pour vous et que tout le monde ne perde pas du temps. Et puis après on se rappelle. Donc voilà. Super. Écoute, Seb, je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Et puis je te souhaite une très bonne soirée. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao, bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Donc, pour rappel, comme je vous ai dit en introduction, je fais le prélancement à moins 35% pour la formation Générer des gros billets avec votre RP. Et si vous voulez nous rejoindre pour le week-end à Chamonix du 18 au 20 août, vous m'écrivez également info@bybapatron.net, vous m'écrivez sur Instagram ou sur Telegram. Voilà, et sur Telegram, d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre. Pareil, le lien sur grosbillet.com. Le groupe Telegram, donc je lance des discussions, je lance des questions où je trouve que c'est intéressant que toute la communauté ait la réponse. Par exemple, la question que je viens de poser aujourd'hui, c'était qu'est-ce que vous faites par rapport aux locataires et aux candidats locataires qui ont des titres de séjour? Quelles sont les précautions à prendre? Comment est-ce que ça s'organise? Voilà, les réponses sont sur le Telegram. La dernière fois, j'avais posé également une question sur les channel managers quand vous faites de la location courte durée. J'ai également posé des questions sur quelle télé choisir quand on fait de la location courte durée. Voilà, je pose des questions régulièrement et merci à tous ceux qui participent dans le groupe Telegram. On est 479 et bientôt 500. Voilà. Et puis Telegram, ce que j'aime bien, c'est que y a pas d'algo. Voilà, vous avez les messages. Si vous avez envie de les lire, vous les lisez. Si vous n'avez pas envie de les lire, vous les lisez pas. Mais au moins vous êtes maître de ce que vous lisez ou non. C'est pas comme Instagram, Facebook ou LinkedIn. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouvera la semaine prochaine avec, je vous l'annonce en avant-première, ma petite fourmi avec Azé qui nous expliquera comment elle a mis de côté plus de 70 000 € bien avant sa trentaine. Voilà. J'aime bien aussi faire des épisodes de temps en temps, un peu finance perso, etc. Et pas avoir faire un mix des gros investisseurs, des gros entrepreneurs et puis un peu que chacun à son échelle puisse également mettre de côté ses deniers jusqu'à ce qu'ils se transforment via l'effet de boule de neige en gros billets. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et à très bientôt.